Allez, on y va en piste. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. On est ravis de vous retrouver pour cette première édition d'un webinaire ISQ Expertise. Donc en introduction, ce que je peux vous dire, c'est que vous pourrez poser toutes les questions dans le chat qui est à votre disposition et on répondra à cette question par mail dans la mesure de ce qu'on peut apporter comme réponse. Peut-être que des réponses vous seront apportées dans ce webinaire. Que ce webinaire pourra être retrouvé sur la chaîne YouTube d'ISQ Expertise, dont le lien vous sera envoyé d'ici 24 heures, et que nous pouvons démarrer. Euh, donc, je me présente, je suis Louis Périssé. Certains d'entre vous, voire la plupart d'entre vous me connaissent, puisque je suis l'interlocuteur à l'ISQ Certification, votre interlocuteur depuis maintenant 5 ans. Et c'est aujourd'hui avec une casquette ISQ Expertise que j'ai le plaisir de m'adresser à vous en compagnie d'Aurélie, que je laisse se présenter. Merci Louis. Bonjour à toutes et tous, je suis Aurélie Béven. J'interviens aujourd'hui en tant que référente certification RNCP RS pour ISQ Expertise. Et j'ai le plaisir d'être avec vous pour animer ce webinaire consacré au décryptage du décret 2025-500 du 6 juin dernier, décret qui marque une évolution structurante de notre système de certification professionnelle. Alors, ce webinaire, on l'a voulu accessible à tous. On a reçu beaucoup de questions en amont et on a essayé d'y répondre en donnant le plus grand nombre d'exemples possibles. Vous verrez aussi qu'on a fait avec lui quelques parallèles avec un référentiel que vous connaissez bien, le référentiel national qualité. En guise d'introduction, comme vous avez pu le constater, le législateur a renforcé de manière significative ses attentes, notamment vis-à-vis des organismes certificateurs. Comment? Eh bien, en instaurant des critères d'évaluation renforcés, en instaurant un cadre juridique formalisé pour les habilitations et un dispositif de contrôle bien plus rigoureux. Dans la même lignée, le décret met en lumière de manière explicite la pleine responsabilité des organismes certificateurs vis-à-vis de l'ensemble de ses partenaires habilités. Alors, en toile de fond, bien sûr, vous l'aurez compris, le législateur a eu pour mission d'améliorer la fiabilité, d'améliorer la lisibilité et la qualité du système français de certification, et ce, dans la perspective de garantir aux bénéficiaires une meilleure protection. Alors, quels sont les points que nous allons aborder aujourd'hui? Ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, nous allons faire un focus sur l'évolution des critères d'enregistrement des 2 répertoires nationaux. En deuxième partie, nous aborderons le nouveau cadre réglementaire qui régit les habilitations à former et à habiliter, à évaluer, pardon. Et c'est justement à cette occasion que nous mettrons en lumière les impacts et les enjeux aussi bien pour les organismes certificateurs que pour les organismes habilités. Merci Aurélie pour cette introduction. Avant qu'on entre dans le cœur du décret, on a reçu certaines questions de la part de vous, organisme de formation. Une de ces questions était, est-ce qu'on peut brosser un panorama du système de certification pour que tout le monde ait le même niveau d'information? Oui, bien sûr, oui. Alors, effectivement, il est important de faire un bref rappel, notamment pour les organismes qui initient une première démarche de certification. Alors, la première question à se poser, c'est à quoi servent les certifications professionnelles? Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler que les certifications professionnelles permettent, un, d'avoir une reconnaissance officielle des compétences et des connaissances professionnelles, deux, de garantir une reconnaissance sur le marché du travail en facilitant l'accès à l'emploi et en sécurisant le parcours professionnel du bénéficiaire. On compte aujourd'hui 2 grandes catégories de certification à visée professionnelle. Colonne de gauche, vous avez celles qui attestent des compétences et des connaissances professionnelles requises pour exercer un métier. On est bien sur le périmètre métier. Elles sont enregistrées au RNCP avec une indication obligatoire d'un niveau allant de 1 à 8. Ces diplômes, ces titres et ces certificats peuvent être délivrés par l'État ou au nom de l'État. Ils peuvent être également délivrés par l'État, par des organismes de formation publics, privés, par les grandes écoles ou bien encore par les chambres consulaires, sans oublier également ceux qui sont délivrés par une ou plusieurs branches professionnelles. Je fais bien sûr référence au CQP et au CQPI. En face, colonne de droite, vous retrouvez les certifications et habilitations qui attestent des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles que je viens d'énoncer.
Elles sont enregistrées au répertoire spécifique des certifications et habilitations que l'on appelle communément le RS. De manière concrète, ces habilitations et certifications peuvent être liées à une obligation légale, comme les habilitations électriques, les licences dans l'aviation civile. On trouve aussi les certifications de compétences transversales, comme le CLEA, que vous connaissez bien, les certifications linguistiques ou bien encore les certifications dans le domaine informatique. Sans oublier, évidemment, les certifications de compétences complémentaires à un métier, par exemple pour le métier de manager de proximité. Il y a des compétences complémentaires qui se déclinent autour de, par exemple, optimiser la performance de son équipe avec un management hybride, compétences devenues notamment indispensables pour les managers de proximité après le Covid. Voilà. Merci Aurélie. Le décor semble bien planté, tout le monde est au même niveau d'information. Est-ce que tu peux nous présenter maintenant les nouveaux critères d'enregistrement? Oui, bien sûr. Alors, ces nouveaux critères d'enregistrement, on les voyait arriver depuis plusieurs semaines. La première chose à dire sur l'évolution des critères d'enregistrement, c'est qu'il y a un alignement significatif entre les critères d'enregistrement du RNCP et les critères d'enregistrement du RS. Les premiers témoins de cette harmonisation sont les référentiels. Le référentiel d'activité de compétences d'évaluation d'un côté pour le RNCP et le référentiel de compétences et d'évaluation de l'autre pour le répertoire spécifique. Alors, quelle symétrie on peut trouver? La première symétrie, c'est que les deux référentiels des deux répertoires nationaux devront intégrer obligatoirement à partir du 1er octobre prochain les effets de la transition écologique et les effets de la transition numérique sur les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice des métiers et des emplois. Pour vous donner un exemple concret, si je prends le métier de sommelier, l'organisme certificateur devra prendre en compte l'évolution de certaines pratiques professionnelles dans son référentiel en intégrant par exemple dans ses compétences le traitement des déchets qui aujourd'hui doit respecter la réglementation en vigueur pour le tri sélectif et tout ça évidemment afin de réduire son impact environnemental. Un autre exemple, si je prends le métier d'architecte, il conviendra d'intégrer une ou des compétences sur l'optimisation de l'éco-conception, sur l'orientation bioclimatique des bâtiments, pour tirer parti des apports solaires, de la ventilation naturelle ou bien encore de la lumière du jour. Enfin, voilà, des choses comme ça. Maintenant, si on passe à l'impact numérique. Pour l'impact numérique, si nous prenons le métier de commercial, l'organisme certificateur devra intégrer des compétences relatives à l'IA, vous en doutez, aux nouvelles pratiques de prospection qui se fondent sur l'automatisation afin de suivre les clients, de les relancer automatiquement, et tout ça évidemment pour optimiser le temps du commercial. En deuxième point, deuxième évolution, les référentiels devront inclure les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail pour la certification visée. Pour vous donner un exemple concret, si je travaille sur un référentiel des métiers comme agent logistique ou magasinier, il serait judicieux d'intégrer des compétences relatives à l'application des règles de manutention. Donc là, je fais référence à tout ce qui est port de charge, chariot, agencement de zones de stockage, etc., etc. Évidemment, selon les principes de sécurité inhérents au métier. Autre exemple, si je travaille sur le référentiel de responsable RH, il serait de bon ton d'intégrer des compétences qui viseraient à prévenir des troubles musculo-squelettiques, comme par exemple identifier des facteurs de risque des TMS qui, liés aux conditions de travail des salariés, les mettent en péril. Et tout ça justement pour mettre en œuvre avec les acteurs internes et externes de la prévention des actions d'information, de sensibilisation et même d'amélioration des postes de travail. En conclusion, là, pour ces deux premiers points, pour élaborer vos référentiels, j'aurai deux conseils. Le premier, c'est de toujours faire collaborer à minima un expert métier et un ingénieur de certification. L'un ne va pas sans l'autre et ils se nourrissent l'un de l'autre. Le deuxième conseil, ce serait d'intégrer dans votre veille les évolutions inhérentes aux transitions numériques et écologiques et vous aurez sans doute perçu mon petit clin d'œil à l'indicateur 24 de Calliope. Tout le monde le sait aujourd'hui, sans une veille structurée, une organisation est vouée à mourir. Perte de compétitivité, décalage par rapport aux attentes des commanditaires et des bénéficiaires, non-conformité réglementaire et j'en passe. Enfin,
En troisième point, le législateur explicite qu'il est obligatoire d'intégrer les compétences liées à la prise en compte des situations de handicap. En réalité, la prise en compte du handicap dans l'élaboration des référentiels de compétences n'est pas quelque chose de nouveau, puisque c'était déjà abordé dans le décret numéro 2021-389 du 2 avril relatif aux conditions d'enregistrement des certifications. La question du handicap, elle est au cœur des préoccupations du législateur, elle est essentielle dans l'élaboration des référentiels RNCP et RS, mais toutes les personnes qui assistent à ce webinaire ont parfaitement conscience que la question du handicap est également centrale et transverse dans le référentiel national qualité. Donc les deux coïncident. Justement, à propos du handicap, est-ce que tu peux nous donner des exemples pour illustrer cette thématique, comme tu l'as fait pour la transition énergétique et la transition écologique, la transition numérique, excuse-moi. Oui, bien sûr. Par exemple, si je suis en train de travailler sur un référentiel qui intègre des fonctions managériales, comme un directeur de business unit, par exemple, il sera d'usage de préciser, par exemple, dans la phase d'intégration de nouveaux collaborateurs, que le plan d'intégration prévoit des aménagements spécifiques dans le cadre de l'accueil de collaborateurs en situation de handicap, en fonction évidemment de la nature des difficultés rencontrées. Un autre exemple, si je travaille sur un référentiel qui met en relief des compétences relatives à la vente de voyage, il faudra faire apparaître dans la phase d'analyse du besoin du client la prise en compte du handicap pour proposer un voyage adapté. Je profite de l'occasion pour vous rappeler qu'un expert a été nommé au sein de la commission de la certification professionnelle sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées afin d'éclairer les membres de commission. Je vous invite également à aller consulter ou reconsulter la dernière version du Vademecum de France Compétences, notamment le chapitre 2.5 sur la prise en compte du handicap dans l'élaboration des référentiels de compétences. Merci Aurélie pour tous ces éléments. Pour passer à la suite, est-ce que tu peux évoquer les autres évolutions que tu as pu constater dans le décret par rapport aux critères d'enregistrement? Oui, alors le deuxième changement que j'ai constaté, c'est le traitement des promotions. Et comme vous avez pu, comme vous le savez, l'analyse des promotions, elle est déterminante dans l'enregistrement de votre projet de certification. Avant ce nouveau décret, pour un premier enregistrement ou pour le renouvellement d'une certification professionnelle au RNCP, il était nécessaire de joindre à minima l'analyse de 2 promotions. Et rien n'était officiellement mentionné pour le répertoire spécifique, même s'il était conseillé de faire un bilan quanti-quali du projet de certification. Aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, pour un premier dépôt, ce sont tous les titulaires de toutes les promotions sur l'année civile N-1 et l'année en cours qu'il convient de présenter à la commission. À noter aussi que si les promotions ne se rapportent qu'à une seule année quand vous déposez, la durée de l'enregistrement sera limitée à 3 ans maximum. Et pour un renouvellement, 2 interprétations sont possibles et elles circulent entre les différents experts, que ce soit les experts de la certification ou alors les experts juridiques. Alors, si je me réfère à la syntaxe de la phrase du chapeau introducteur que Louis vient d'afficher, si je lis « Pour l'analyse des promotions de titulaires sont pris en compte sous réserve de la disponibilité des données correspondantes en ce qui concerne celles qui se rapportent à l'année civile en cours et l'année civile précédente, 2 points », on voit bien que avec les 2 points, on voit bien que la durée année civile en cours et année civile précédente est affectée aussi bien au petit a qu'au petit b, c'est-à-dire pour le cas d'une première demande d'enregistrement et pour le cas d'une demande de renouvellement. Mais si je me réfère à la sémantique du petit b, à savoir pour une demande de renouvellement d'enregistrement les titulaires de la certification professionnelle précédemment enregistrée, on pourrait aussi penser que l'analyse doit se porter sur l'intégralité des titulaires de la certification enregistrée. Bon, parfois, sémantique et syntaxe ne s'accordent pas. On a fait une demande à France Compétences pour qu'un éclairage soit fait sur ce point. Évidemment, dès que nous aurons la réponse, on vous en fera part. Alors, pour résumer, si c'est le premier scénario, vous aurez à présenter les titulaires des promotions des années civiles N et N-1.
Et si c'est le second scénario, le travail sera plus conséquent avec la présentation de tous les titulaires de toutes les promotions depuis la date du dernier enregistrement. J'en profite aussi pour vous dire qu'hier après-midi, France Compétences a fait savoir sur son site internet qu'un groupe de travail allait être initié dans les prochains jours et qu'une nouvelle version du Vademecum allait être publiée à la rentrée. On y reviendra d'ailleurs plus tard. Merci pour tous ces éléments. Est-ce qu'il y a d'autres critères d'enregistrement qui ont été ajoutés? Oui, tout à fait, Louis. Il y a 2 critères identiques qui ont été ajoutés aux 2 répertoires nationaux. Le 2 bis dans le RNCP qui fait référence à la vérification de la réalité des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation ou de reconnaissance des acquis d'expérience. Et on retrouve son écho au critère 1 quater dans le répertoire spécifique. On est maintenant sur une réalité de moyens, c'est-à-dire qu'il ne suffit plus de déclarer les moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement. Il faut démontrer auprès de France Compétences leur concrétisation, leur réalisation effective. C'est-à-dire qu'en qualité d'organisme certificateur, je dois m'assurer que les actions qui sont déployées par l'ensemble de mes partenaires, elles ont bien lieu. Est-ce que tu peux illustrer tes propos par des exemples, typiquement des exemples de moyens techniques, pédagogiques ou d'encadrement mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation suivies? Alors oui, pour reformuler, lors d'une demande d'enregistrement auprès de France Compétences pour le RNCP ou pour le répertoire spécifique, l'organisme certificateur doit vérifier concrètement que les modalités, les équipements, les ressources humaines annoncées dans le dossier, en fait, sont bien effectifs et opérationnels dans la pratique. Pour les moyens pédagogiques, on peut entendre par exemple l'accès à une plateforme d'e-learning, des MOOC qui sont dédiés. Pour les moyens techniques, si je délivre une formation d'aide-soignant par exemple, on devra montrer la preuve de l'existence de plateaux techniques interventionnels pour les mises en situation des candidats. Pour les moyens d'encadrement, je dois prouver que je mets en face des candidats des moyens humains adaptés à la nature de la prestation. Je vais pouvoir le démontrer avec des CV, le CV des formateurs, avec leurs diplômes, leurs habilitations si nécessaire. Je vais aussi pouvoir le prouver avec des éléments qui témoignent d'une bonne coordination des acteurs. En réalité, tout ça n'est pas nouveau pour vous rassurer. Tous les prestataires concourant au développement des compétences font cet exercice de démonstration tous les 18 mois lors de leur audit Calliope, avec notamment les indicateurs 17, 18 et 19 du critère 4 du même nom. Maintenant, si on revient sur le deuxième point de la slide, le 2 ter stipule qu'il doit y avoir adéquation entre les actions et les référentiels d'activité et de compétences de la certification professionnelle concernée. En d'autres termes, les contenus et les méthodes de formation doivent être parfaitement alignées avec les compétences et les activités définies dans la certification visée. On l'attendait depuis un petit moment, mais sont mises en relation ingénierie de certification et avec évidemment l'ingénierie de formation qui en émane. Alors, pourquoi le législateur a souhaité mettre en cohérence parcours de formation et ingénierie de certification? Sans doute parce qu'un trop grand nombre d'écarts a été constaté entre la visée de la certification d'un côté et la visée de la formation de l'autre. Les remontées qu'on a eues, c'est que certains organismes ont souvent adossé au nom d'une même certification plusieurs formations en faisant parfois le grand écart entre les deux et se sont développées une multitude d'options autour d'un tronc commun qui s'éloigne du référentiel qui a été déposé. Et ça peut être considéré comme une information, une communication trompeuse. On va développer ce point juste après. Pour pallier le problème, comme élément de preuve, je ne saurais trop que vous recommander, si ce n'est pas déjà fait, de réaliser un tableau de correspondance. Là aussi, je fais un petit clin d'œil à un indicateur de Calliope, l'indicateur numéro 7. Et dans ce tableau de correspondance, je fais bien apparaître compétences visées en concordance directe avec les objectifs généraux, avec les objectifs opérationnels de la formation, des modules de formation concernés, avec le contenu, les méthodes et outils pédagogiques, les ressources, sans oublier bien sûr les évaluations diagnostiques, formatives et bien sûr certificatives.
Merci Aurélie. Dans ce nouveau décret, on voit également qu'il est indiqué qu'on peut se voir refuser notre projet de certification directement, sans même que le dossier soit instruit. Est-ce que tu peux nous en expliquer les raisons? Oui, alors le législateur a instauré trois raisons qui généreraient immédiatement le rejet d'une certification, que ce soit pour un premier dépôt ou pour le renouvellement. Et comme tu viens de le souligner, Louis, sans même procéder à l'étude du dossier, ce qui est inédit. La première raison invoquée, ce sont les fausses déclarations concernant les informations inhérentes à vos promotions. Ici, nous pouvons faire référence au document tableau des promotions qui, comme vous le savez, est à compléter avec la plus grande précision et la plus grande rigueur pour toute demande d'enregistrement. Évidemment, il est banni d'améliorer les taux d'insertion. Par exemple, si vous déclarez que 90% des titulaires de votre certification travaillent dans le secteur visé, alors qu'en réalité c'est 60%, vous exposez à un rejet immédiat de votre demande. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en œuvre un dispositif visant à sécuriser l'analyse des promotions. Chaque colonne de votre tableau, que vous connaissez par cœur, est à compléter avec exactitude, que ce soit l'intitulé du poste, le nom de l'entreprise dans laquelle évolue le titulaire de la certification, le type de contrat qu'il a, son statut, sa rémunération. France Compétences exige la plus grande transparence concernant ces éléments-là. Deuxième motif de refus, France Compétences peut rejeter une demande d'enregistrement si l'organisme a copié textuellement tout ou partie d'un référentiel qui est déjà enregistré. Ici, on parle bien de tout ou partie. Ça veut dire quoi? Par exemple, si mon référentiel se décline en 5 blocs de compétences et que je copie dans un bloc de compétences une partie du référentiel d'un autre organisme certificateur dont la certification enregistrée est voisine de la mienne, eh bien ma demande sera aussitôt rejetée. Et enfin, troisième raison qui motive un refus immédiat, c'est si l'organisme certificateur, si un organisme certificateur, ou bien même un organisme qui l'a habilité, diffuse au public des informations trompeuses. S'il ment dans sa communication publique, là je fais référence aux sites web, aux brochures, aux réseaux sociaux, etc., etc., et ce, par exemple, pour attirer ou convaincre un candidat avec de fausses informations, la France Compétences peut refuser sa demande d'enregistrement. Je comptais le faire un peu plus tard, mais on va tout de suite faire le focus sur l'utilisation de l'intitulé de formation. Le décret indique clairement que l'organisme habilité à former doit, je cite, utiliser l'intitulé exact de la certification professionnelle, du ou des blocs de compétences constitutifs de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation à laquelle il prépare. Ce nouveau critère fait référence aux organismes habilités qui préparent une formation qui conduit à une certification RNCP ou RS et qui ont recours à des intitulés qui sont parfois un peu éloignés ou trop éloignés ou sont en trop grande dissonance avec l'intitulé de certification. C'est pourquoi, à présent, quel que soit le vecteur de communication, site internet, plaquette de formation, données enregistrées sur mon compte formation, données envoyées au financeur, l'organisme de formation doit utiliser l'intitulé exact de la certification. En conséquence, le titre de la formation et le titre de la certification doivent être identiques. Dans le cas contraire, France Compétences le considérera comme une information trompeuse diffusée aux bénéficiaires. Un des objectifs de cette mention est que le candidat puisse bénéficier d'informations claires et précises pour effectuer un choix éclairé quant à sa future formation. Ici, on est dans la même lignée, dans la même philosophie que le critère 1 du référentiel national Calliope. Si on va plus loin, cela signifie qu'un organisme certificateur, dès lors qu'il habilite un organisme de formation, devra s'assurer que l'organisme habilité a bien recours au bon intitulé de formation, et ce, sur l'ensemble de ses supports de communication. Il devra donc mettre un dispositif en œuvre pour s'en assurer. C'est pourquoi ISQ Expertise vous invite,
si vous êtes concerné par ce point, à effectuer dans les plus brefs délais les modifications nécessaires sur l'intégralité des supports de formation en bannissant toute mention litigieuse. Le législateur a été très clair, et ce dès les premières lignes du décret. Il n'y aura pas d'examen prévu de votre dossier de certification en cas de communication trompeuse au public. Alors, je me suis focalisée sur le titre, car je sais que cette mention a interpellé beaucoup de prestataires, mais je pourrais très bien vous donner d'autres exemples. La sanction sera la même si vous diffusez des informations trompeuses sur les débouchés, sur la durée, sur les coûts, sur le fait que la certification soit déjà enregistrée à l'un des deux répertoires nationaux alors que ce n'est pas le cas, ou alors que le projet est en cours d'instruction, etc., etc. Attention bien sûr au taux d'insertion. Si un partenaire habilité indique sur son site internet 95% de nos diplômés, comme je l'ai vu hier, trouvent un emploi dans les 3 mois, il faut pouvoir le démontrer. D'autant que, généralement, on fait les enquêtes d'insertion à 6 mois. Les taux qui sont annoncés sur le site internet doivent pouvoir être prouvés par l'ensemble des enquêtes que vous réalisez. Alors tout ça, ça vient renforcer un article que vous devez connaître, je pense. C'est l'article R 6352-13 qui indique que la publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, sur leur contenu, sur leurs actions et leurs modalités de financement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question des nouveaux critères d'enregistrement qui rentreront en vigueur au 1er octobre 2025 pour les nouvelles demandes d'enregistrement. Effectivement, c'était très, très complet. Merci beaucoup. On va passer à la suite. Donc, est-ce que je te propose de passer sur la partie qui concerne le cadre qui définit la relation entre un organisme certificateur et l'organisme habilité. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que le décret instaure un cadre juridique entre l'organisme certificateur d'un côté et les organismes de formation qui l'habilitent. Ce sera contrôlé par France Compétences, dont les pouvoirs ont été renforcés. Il y aura beaucoup de contrôle de la part des instructeurs de France Compétences. Avant toute chose, il faut rappeler que l'habilitation peut être accordée par deux voies. D'une part, la première voie, par décision du ministre compétent lorsqu'elle est délivrée par un ministre certificateur. Et la deuxième voie, c'est qu'elle peut être accordée par une convention conclue entre l'organisme tiers, avec l'organisme tiers, lorsqu'elle est délivrée par un organisme certificateur. Nous allons faire un focus sur ce deuxième cas. Aujourd'hui, vous le savez, on peut habiliter un partenaire pour l'intégralité d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP, pour un ou plusieurs blocs de compétences, ou pour une certification ou une habilitation enregistrée au RS. Et je peux habiliter mon partenaire de 3 façons différentes. Je peux lui donner une habilitation à former, je peux lui donner une habilitation à évaluer les candidats, et je peux aussi lui donner une habilitation à former et à évaluer. Aujourd'hui, délivrer une habilitation est désormais subordonné au respect de conditions clairement énoncées par le législateur. La capacité de l'organisme tiers à assurer le respect des référentiels de la certification concernée et l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont mis en œuvre. Le législateur a été très clair puisque le décret précise le contenu obligatoire de l'habilitation. Dans la slide que Louis vient d'afficher, je vous ai reporté les 7 items obligatoires. Le premier, l'objet précis de l'habilitation. Ensuite, les certifications professionnelles, bloc de compétences, certification ou habilitation concernées. Est-ce que j'habilite mon partenaire pour un ou plusieurs certifications? Quelles sont-elles? Je n'oublie pas la mention de code RS ou RNCP, le cas échéant, avec les dates d'enregistrement. On doit aussi indiquer la période de validité de l'habilitation, les modalités de détermination ou d'acquittement d'une éventuelle contrepartie financière. Comme vous le savez, souvent dans une habilitation, il y a une redevance qui peut prendre plusieurs formes. Soit on demande à l'organisme habilité de verser une redevance annuelle, soit
c'est une redevance par candidat à la certification, soit parfois c'est les deux, et il y a même certains organismes certificateurs qui pratiquent une redevance de droit d'entrée. Ensuite, comme point obligatoire dans le décret, le législateur a fait mention des conditions et des modalités de recours à la sous-traitance, ainsi que les obligations et responsabilités des sous-traitants. On parle aussi, on l'a vu tout à l'heure, des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement lorsque l'organisme est habilité, ce qu'il doit mettre en œuvre, et enfin les modalités de gestion administrative pour les formations en apprentissage. Maintenant, passons aux obligations des organismes habilités à former. En tant qu'organisme habilité à former, vous avez désormais des obligations précises à respecter. En 1, utiliser l'intitulé exact de la certification ou du bloc de compétences, on l'a vu juste avant. En 2, réaliser des actions préparant à l'acquisition de l'ensemble des connaissances et des compétences, y compris transversales, identifiées dans le référentiel de compétences. En 3, respecter les durées minimales de formation, les durées minimales et maximales des stages de formation professionnelle et des périodes de formation en milieu pro. En 4, respecter les obligations de formation en présentiel qui sont prévues par l'organisme certificateur. Et dernière obligation, respecter le nombre maximal de stagiaires par formateur. J'ai une petite question concernant les programmes. Est-ce qu'on peut ajouter une mention, par exemple, que l'on va écrire juste en dessous de l'intitulé de la formation, qui correspond à celui de la certification? Je te remercie pour ta question, Louis. Alors, j'aurais tendance à dire non si vous faites référence à des mentions qui sont sujettes à interprétation et par conséquent qui sont considérées comme trompeuses et qui pourraient induire en faux les futurs bénéficiaires. Par exemple, si vous ajoutez en mention juste en dessous de l'intitulé que c'est un master E accent grave RE, alors que la terminologie master ne peut être utilisée que pour des masters spécialisés, vous induisez le candidat vers quelque chose qui est faux. Il est important d'appréhender ici que le législateur veut protéger le candidat. Le protéger comment? En s'assurant d'une part que la communication est transparente et non trompeuse, et si elle est bien pensée en stricte correspondance avec le référentiel. Il faut quand même rappeler qu'avant, France Compétences ne s'intéressait pas à la partie formation. Elle ne s'intéressait qu'à l'ingénierie de certification. Voilà pour ce point. Maintenant, si on passe, qu'est-ce qu'on peut dire en fait sur les organismes qui ont l'habilitation à évaluer? Alors, ils ont l'obligation d'organiser des sessions d'examen conformes au référentiel d'évaluation de la certification professionnelle, ça vous le savez. Et en deuxième point, tous ceux qui ont la double habilitation à former et à évaluer ont l'obligation d'inscrire eux-mêmes les candidats qu'ils ont formés à une session d'examen qu'ils ont planifiée. Alors, pourquoi le législateur a inscrit cette dernière obligation dans le décret? En fait, on a eu des remontées précisant que certains organismes habilités à former et à évaluer mobilisaient les fonds publics, mais qu'au final, en fait, ils n'inscrivaient pas leurs candidats aux sessions d'examen. Maintenant qu'on a décrit le nouveau cadre réglementaire, Aurélie, qu'est-ce que ça va changer précisément pour les organismes certificateurs et les organismes habilités? Alors, la première chose que je dois dire, c'est que les deux sont impactés. Un des points qui est très important du décret est que France Compétences exige que les organismes certificateurs assurent un contrôle strict des partenaires qu'ils habilitent. En d'autres mots, l'organisme certificateur doit vérifier l'effectivité des mentions qui sont indiquées dans la convention de partenariat dont on a parlé juste avant. Donc pour résumer, comme vous pouvez le constater avec ce schéma, France Compétences contrôle d'une part directement les organismes habilités sur la partie communication puisqu'ils y ont accès. Et d'autre part, France Compétences va contrôler de manière indirecte les organismes habilités par le biais de l'organisme certificateur qui doit lui apporter des éléments de preuve. Par exemple, on a vu tout à l'heure des éléments de preuve sur l'effectivité
de l'action en adéquation avec la certification visée. J'attire également votre attention sur la capacité de France Compétences à croiser les informations, à croiser les sources. Et c'est pour cette raison qu'il est essentiel que les informations que vous transmettiez lors du dépôt soient exactes, notamment au niveau de l'analyse des promotions. N'oubliez pas que France Compétences peut croiser vos informations avec les données transmises par les DRES concernant les contrats d'apprentissage. Je fais bien sûr référence au système de dépôt des contrats d'apprentissage que vous connaissez tous maintenant, DECA, qui est alimenté et par les OPCO et par les DRES. C'est la même chose avec les données du CPF qui sont transmises par la CDC. Avec le décret, on voit bien les pouvoirs de France Compétences, justement, ils ont vraiment été renforcés. Et il faut rajouter que France Compétences pourra mandater un tiers qui aura autorité pour procéder à des contrôles sur pièce auprès des organismes certificateurs. Ces contrôles pourront être déclenchés à la suite d'un signalement ou de manière proactive. Merci Aurélie. Là, c'est beaucoup plus clair en ce qui concerne les fonctionnements des règles de contrôle. Est-ce que tu peux maintenant nous en dire un peu plus sur les sanctions qui sont encourues par les organismes certificateurs en cas de manquement? Oui, bien sûr, oui. Alors cette partie, il faut vraiment la prendre au sérieux car le législateur a doté France Compétences d'une véritable palette de sanctions avec graduation qui n'est pas sans conséquence. Alors, le premier point, on l'a vu tout à l'heure, France Compétences peut refuser le dépôt de votre demande d'enregistrement avant même d'avoir instruit votre dossier pour 3 raisons. Fausse déclaration, reproduction littérale de toute une partie d'une certification, communication trompeuse au public. Il faut faire attention car pour les motifs 1 et 3 que je viens de mentionner, en cas de réitération, le directeur général de France Compétences peut vous interdire de présenter un projet de certification pendant une durée maximale de 2 ans, ce qui est un élément à prendre très au sérieux. Ensuite, la seconde sanction, c'est la suppression de votre certification après qu'il y ait eu bien sûr une suspension à titre conservatoire. Par exemple, si votre partenaire ou un de vos partenaires habilités ne respecte pas les engagements de la convention qu'il a signée avec vous, vous risquez tout simplement la suppression de cette même certification. On peut prendre par exemple, un exemple, votre partenaire dispense une formation dont le contenu est éloigné de la certification, ce qui est préjudiciable pour le candidat, bien sûr. Vous risquez, si vous ne parvenez pas à démontrer le contraire, de voir votre certification rayée du répertoire national. Il faut aussi ajouter que France Compétences pourra également décider d'assortir la suppression de votre certification d'une interdiction de présenter tout projet de certification pour une durée maximum de 2 ans en fonction de la gravité des faits. Par exemple, si des faits révélant l'atteinte grave et avérée de l'atteinte à l'intégrité physique ou morale d'un candidat, si c'est démontré, vous risquez de voir votre certification supprimée et en plus d'avoir l'interdiction de présenter un autre projet de certification. Ces éléments sont à prendre évidemment très au sérieux, car toutes ces sanctions soulignent la volonté de France Compétences d'être plus ferme face aux manquements des organismes certificateurs, mais aussi des manquements des organismes habilités. Pour vous rassurer, évidemment, France Compétences ne prend pas de sanctions sans vous donner un temps de réponse. Si jamais le cas se présente, il faudra surtout se montrer réactif sur ce point-là. Merci Aurélie. En guise de conclusion, de début de conclusion, à tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu as des conseils à leur donner? Alors, il y en a plusieurs. Le premier, je pense, ce serait d'adapter les référentiels de ces certifications tout de suite en y incluant les nouveaux critères, transition numérique, écologique, principe de prévention en matière de sécurité et de santé au travail, évidemment les compétences qui sont liées à la prise en compte des situations de handicap.
Ça, c'est le premier conseil, le faire tout de suite. Le second conseil serait de réviser sa convention avec les partenaires habilités en y ajoutant les obligations qui ont été définies dans le décret. Donc là, je crois que ça va faire déjà beaucoup de travail. Ensuite, mon troisième conseil serait de créer ou de renforcer les process qui permettent de contrôler son réseau de partenaires habilités. D'abord, j'assurerai un recrutement qualitatif de mes partenaires fondé évidemment sur une grille critériée. Quelles sont les valeurs du partenaire? Est-ce que ces valeurs, elles rejoignent les miennes? Quelles sont les raisons qui le poussent à vouloir faire partir de mon réseau? Quels sont les moyens humains, pédagogiques, matériels qu'il met en œuvre pour assurer une formation de qualité? Comment il recrute ses candidats, etc., etc. Et une fois cette étape passée, je favoriserai une bonne intégration d'un nouveau partenaire au sein de mon réseau. On sait que information et formation sur les process et les attendus du certificateur, ce sont deux passages incontournables. Peut-être même que j'instaurerai une sorte de mentorat avec un partenaire déjà présent dans mon réseau. Bien sûr, en troisième lieu, très important, je réaliserai des audits sur pièce et des audits terrain réguliers en conservant surtout les grilles pour que je puisse les présenter a posteriori à France Compétences. Je conseillerais surtout de revoir les grilles d'audit en y insérant les critères dont on a parlé tout au long de ce webinaire, communication, adéquation de l'ingénierie-formation, avec ingénierie certification, effectivité de l'action. Puis, j'hésiterai pas à définir et à appliquer des sanctions sévères en cas de manquement d'un partenaire habilité. Je demanderai à mes équipes de participer à des évaluations qui sont organisées par mes partenaires pour sécuriser les évaluations. Mais avant tout ça, il me semblerait essentiel de définir les moyens humains, matériels et financiers qui me seront nécessaires pour contrôler mon réseau de partenaires et ce, dans les meilleures conditions. Voilà ce qu'on pouvait dire avec Louis sur ce nouveau décret à l'instant T. Comme vous le savez, ISQ Expertise, si tu veux bien passer la slide suivante, Louis, ISQ Expertise, sur le pôle certification, intervient sur deux axes stratégiques. Pour les organismes de certificateurs, on vous accompagne sur toutes les étapes de la construction d'un projet de certification, évidemment, avec une méthodologie, des outils qui ont été éprouvés. Et également, on accompagne aussi les organismes certificateurs dans les défis qu'ils auront à relever avec le nouveau décret qui vient de paraître, en les aidant à créer des process adaptés et aussi en les outillant. Mais d'un point de vue plus large, effectivement, merci Aurélie, ISQ Expertise intervient sur plusieurs champs d'action. Donc le premier autour de l'accompagnement Calliope et le pilotage de la qualité. Le second sur des aspects de conformité et de réglementation et en particulier la préparation des contrôles auxquels vous pourriez être soumis. Le troisième, Aurélie vient de vous en parler très clairement, donc le pôle de reconnaissance et d'accréditation qu'elle pilote. Et enfin, un dernier pôle un peu plus à part qui concerne la formation et en particulier la formation d'auditeurs, ISQ Expertise étant un organisme de formation certifié Calliope. Oui, oui, mesdames et messieurs. Pour conclure, d'abord, j'espère que ce webinaire aura été aussi instructif que possible pour vous, mais j'imagine que oui. Je vous communique quelques dates très importantes. Alors, la première, le 15 juillet à midi, donc pour un webinaire sur l'apprentissage consécutif, comme vous le savez tous, au nouveau décret à paraître début juillet. Webinaire que j'animerai avec notre expert référent qui est un auditeur qui s'appelle Pascal Picot. Et en ce qui concerne l'actualité de la certification professionnelle, nous aurons le plaisir de nous retrouver à la rentrée et nous parlerons plus largement de un sujet qu'on a abordé dans ce webinaire, à savoir la publication du nouveau Vademecum. Et sinon, pour ma part, moi, je reste à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir. J'ai vu qu'il y en avait eu quelques-unes dans le chat
Donc, si vous n'étiez pas là en début de webinaire, vous savez que ces questions vous seront répondues par mail directement. Et puis sinon, vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche. Vous pouvez nous appeler à toute heure du jour et de la nuit. Voilà. Aurélie, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous en Ok. tout cas. Et puis à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver sur nos prochains webinaires. Encore merci de votre présence et à très bientôt. À Merci très Louis. bientôt. Je t'en prie, au revoir.